Sud Radio, un été en France, le débat des régions. Et oui, le débat des régions ce matin qui s'intéresse à l'apprentissage, puisque députés et sénateurs ont échoué lundi, 16 juillet, à trouver un accord sur le projet de loi Avenir professionnel. Le Sénat, majorité à droite, qui l'avait adopté en première lecture, l'avait modifié pour renforcer justement le rôle des régions, alors que le texte initial donnait plus de responsabilités aux partenaires sociaux. Alors pourquoi l'apprentissage ne fonctionne-t-il pas dans notre pays ? D'où vient cette inadéquation entre l'offre d'emploi et l'apprentissage ? Quel rôle doit-on confier au pouvoir public et aux acteurs économiques locaux pour répondre à la demande ? On en débat avec nos trois invités ce matin. Tout d'abord, Catherine Fabre, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de Gironde. C'est dans la deuxième circonscription, c'est le centre-ville de Bordeaux, et membre de la Commission des affaires sociales et rapporteur pour le projet de loi pour la liberté de choisir justement son avenir professionnel, défendu par Muriel Pénicaud. C'est ça. Francis Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la Fédération française des groupements d'entreprises. Donc là, vous allez nous raconter que ces groupements d'entreprises ont des solutions qui marchent sur le terrain. C'est ce que vous allez nous raconter dans cette émission. Et on a au téléphone Jérôme Laverny. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur du réseau national des missions emploi. Alors là aussi, il faut préciser à nos auditeurs ce que sont ces missions. C'est une structure publique qui est dédiée à l'emploi, la formation et le développement économique, qui accompagne donc les demandeurs d'emploi et entreprises en jouant un rôle d'interface, et demandeurs d'emploi au sens large, donc apprentis, stagiaires, jeunes, seniors, qualifiés, personnes pas qualifiées, etc. Alors Catherine Fabre, pour rentrer justement dans ce débat des régions, que contient le projet de loi justement sur cette réforme de l'apprentissage ? Alors en fait, le projet de loi change la manière dont l'apprentissage est organisé en France. On est parti d'un constat, c'est que finalement cet apprentissage qui avait tant de potentiel de développement, parce que en fait c'est une formule qui insère professionnellement très très bien les jeunes. C'est une formule très intéressante d'excellence qui permet aux jeunes de se former en alternance, à moitié en entreprise, à moitié en formation. Et en fait, cette formule qui marche très bien à l'étranger, en Suisse, en Allemagne, c'est ça, il y a des succès énormes. Oui. Très très bien. Et dans des pays finalement à très faible taux de chômage, on s'aperçoit qu'en France, on n'arrive pas à la faire décoller. Donc on s'est dit, partons des usagers, partons des jeunes, partons des entreprises et réfléchissons à les mettre au centre du jeu pour que la réforme soit faite pour eux. Et finalement, là, si vous voulez, le gros changement, si je devais résumer en une phrase cette réforme, ça serait qu'aujourd'hui, si un jeune trouve une entreprise pour signer un contrat d'apprentissage, il est certain d'être pris en apprentissage, il est certain que son contrat sera financé, que sa formation sera financée. Et parce ça, c'était pas le cas avant. C'était pas le cas avant, c'est-à-dire qu'auparavant, les CFA avaient un certain nombre de places qui étaient débloquées par les régions, qui donnaient une autorisation ou non d'exister déjà pour un centre de formation, et qui donnaient ensuite un certain nombre de places à ouvrir. Et donc un jeune qui arriverait un petit peu trop tard, même avec un très beau projet, même avec une très belle entreprise et même avec une très belle motivation, pouvait se faire refuser son entrée en apprentissage parce que finalement il n'y avait plus de place. Mais alors pourquoi cet aspect, les sénateurs et les députés se sont pas mis d'accord ? Parce qu'il y a une notion de on désengage justement les régions au profit des partenaires sociaux. Alors, ce que disent notamment les régions et qui sont relayées largement par les sénateurs, vous savez que les sénateurs sont les représentants des collectivités, des territoires, des élus locaux. Des élus locaux, voilà. Donc, effectivement, on peut comprendre du coup qu'ils aient peut-être un petit peu de mal à voir que la région a une compétence moindre en matière d'apprentissage. Alors, ce qu'ils disent, c'est que on donne la compétence aux branches, c'est-à-dire que ça sort de la région pour aller aux branches. Là, je ne suis pas d'accord. On donne moins de compétences de la région à l'apprentissage pour confier les clés aux entreprises, pour confier les clés aux organismes de formation qui sont vraiment les acteurs de terrain. On choisit de leur faire confiance et on leur dit, si vous voyez des opportunités de développement de l'apprentissage là, au niveau local, chez vous, allez-y, créez votre organisme de formation, créez votre CFA et développer l'apprentissage. Allez-y, on vous fait confiance. Et CFA qui ne sera plus du tout financé par les régions, mais qui sera financé par qui du coup ? Et alors, par le coût au contrat, c'est-à-dire un contrat signé entre un jeune et une entreprise, induit de manière complètement automatique, sans qu'il n'y ait plus aucune autorisation de personne, ni des régions, ni des branches. C'est là que je dis qu'on ne confie pas aux branches. Et donc, le financement sera là. Jérôme Laverny, je rappelle que vous êtes directeur du réseau national des missions emploi. Est-ce que ces verrous que propose évidemment le projet de loi et que rappelait Catherine Fabre sur ce plateau, est-ce que pour vous ce sont les bons verrous qu'il faut faire sauter ? Non, je rejoins 1000 fois Fabre sur l'idée selon laquelle on a en France énormément de potentiel et qu'effectivement cette voie de l'apprentissage est une voie très intéressante.
C'est d'ailleurs le postulat de base. En fait, qu'est-ce qui se passe? S'il y a une réforme du système d'apprentissage, c'est que précisément nous n'avons pas... On va vous demander de bouger un peu parce qu'on vous entend pas bien, monsieur Laverny. Là. Vous m'entendez? Oui, là, très bien. Allez-y. Voilà. Oui. Donc, si une réforme de l'apprentissage est nécessaire, c'est que précisément, il n'y a pas suffisamment de candidats, il n'y a pas suffisamment d'apprentis. Quand on part de ce postulat-là, eh bien, malheureusement, la réforme qui nous est proposée apparaît, largement insatisfaisante et incomplète. Aujourd'hui, on a des CFA qui sont à moitié vides. Ça, faut le savoir. Et c'est pas parce qu'on manque d'entreprises. On prend le problème à l'envers. Il y a plein d'entreprises qui recruteraient des candidats. Dire que on a des métiers aujourd'hui qui n'attirent pas. Il aurait fallu aussi relever le pari de réconcilier l'éducation nationale et les CFA, et ça n'est pas fait. Imaginez donc que l'on va trouver des candidats sur les métiers de poissonnier, de chaudronnier, parce qu'on va donner 500 € par mois pour passer le permis de conduire, mais c'est déjà fait. Il y a déjà des dispositifs de la politique de la ville qui aident dans ce sens-là. Relever l'âge de l'apprentissage à 30 ans, c'est déjà fait en Île-de-France, et c'est pas pour ça qu'on trouve des chaudronniers, des poissonniers. Le problème principal, c'est qu'on manque de candidats. Mais c'est parce qu'on ne sait pas les intéresser à ces formations-là. C'est bête comme chou, voilà. Et c'était là l'objectif. Et c'est pas en relevant l'âge à 30 ans, c'est déjà fait. C'est pas en donnant 500 € par mois pour Voilà, on ne résout pas le problème. On passe complètement à côté de la plaque. Et puis alors, les réajustements structurels de données qui finance, qui ceci. Oui, pourquoi pas, passionnant, formidable. Mais là, encore une fois, c'est pas ça qui va permettre de trouver des poissonniers, des chaudronniers, etc., etc. Alors ensuite, là où, encore une fois, ça passe complètement à côté de la plaque, le titre même de la loi, choisir son avenir professionnel, comme si aujourd'hui ça n'était pas le cas, comme si aujourd'hui un jeune n'avait pas cette possibilité-là. On est sous la tyrannie du projet professionnel. Mais attention, c'est très dangereux et ça met une pression terrible pour les jeunes. Car quand on lui demande quel est ton projet professionnel, que veux-tu faire, on sous-entend qu'est-ce que tu aimes faire. Donc qu'est-ce que tu vas vouloir faire. Sauf que, est-ce qu'un jeune va déclarer que depuis sa prime enfance, il adore les vitres, il est passionné pour les vitres, et donc il veut être technicien vitrage? Non, désolé, on peut choisir un métier, non pas seulement par passion, mais parce qu'on veut un métier, on veut du boulot. C'est ce logiciel-là qu'il aurait fallu changer. Et c'était bête comme chou à faire, parce que là, tout d'un coup, on est dans le champ des possibles. Moi, je vous prédis par avance, on va avoir de très gros soucis sur les métiers du bâtiment, sur les métiers de la sécurité, sur les métiers de la logistique. L'audit de ces métiers en manque cruel de candidats, il était simple à faire, super simple. Écoutez, Catherine Fabre va vous répondre, mais c'est juste après cette courte pause. Sud Radio, un été en France, Olivier Allemand. De retour dans Un été des régions de 10h à midi avec Olivier Allemand, et tout de suite on va rejoindre le débat des régions. Mais avant, n'oubliez pas, chers amis, qu'on a 2 jeux à gagner aujourd'hui, 2 séjours à gagner. Un, le fameux quiz des régions, évidemment. Aujourd'hui on part dans le Cotentin, donc vous nous appelez au 0826 300 300. Et puis le second séjour dans le Gîte de France 64 dans le Béarn. Alors appelez-nous si vous voulez gagner aussi. Sud Radio, un été en France, le débat des régions. Et oui, retour ici dans le débat des régions pour essayer de comprendre pourquoi l'apprentissage ne fonctionne pas dans notre pays. Alors évidemment, avant la pause, Jérôme Laverny posait la question à Catherine Fabre de savoir finalement qu'importe la manière dont on finance l'apprentissage, c'est l'absence de candidats qui est à l'origine justement de ces difficultés. Vous êtes d'accord ? Oui, alors Monsieur Laverny, je suis d'accord avec au moins la moitié de ce que vous avez pu dire, et je suis bien d'accord avec vous que les questions de financement et de gouvernance n'intéressent pas les foules, et ça c'est clair. Les gens, ils veulent savoir qu'est-ce que je fais pour mon enfant, et un jeune, il veut savoir qu'est-ce que je fais pour avoir un métier qui m'intéresse plus tard. Et là aussi, je suis d'accord avec vous. Les entreprises ne trouvent pas de jeunes, mais ce qui est formidable, c'est que les jeunes ne trouvent pas non plus d'entreprise. C'est-à-dire que moi, j'ai vu en auditionnant, et puis on a rencontré tout un tas d'acteurs et tout un tas de personnes interrogées par l'apprentissage, le problème, il existe des deux côtés. Et c'est là où on voit bien qu'il y a un souci de simplification, un souci plus largement d'information. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Vous nous dites, on ne traite pas la question. Alors là, je m'inscris en faux, on traite complètement la question et on propose énormément de choses pour qu'il y ait plus de candidats dans l'apprentissage. On fait vraiment un effort vraiment important sur l'orientation. Et je pense que l'orientation, c'est essentiel.
effectivement, pour développer l'apprentissage. Il faut que les jeunes connaissent ces filières-là et ces potentialités-là aussi. Exactement. Alors jusqu'à présent, il faut bien dire que malheureusement, et ça c'est une question culturelle en France, l'apprentissage n'est pas bien valorisé, n'est pas bien vu de manière générale. Alors là aussi, quand on regarde les gens, quand on leur pose la question un à un, ils disent tout le temps que l'apprentissage est formidable, mais ils n'ont pas forcément confiance dans le système et ils hésitent parfois à y mettre, par exemple, leurs enfants. Oui, mais d'autant que monsieur Laverny citait tout à l'heure les chaudronniers, les gens du bâtiment, ce sont aujourd'hui des métiers qui rémunèrent. Il faut aussi changer cette image sur ces métiers-là, quoi. Alors voilà. C'est global. Vous me donnez l'opportunité de dire que ce sont des métiers qui embauchent, qui rémunèrent bien, et surtout il y a énormément de métiers pour lesquels il va y avoir des reprises d'entreprises possibles d'ici 10-15 ans. Donc les jeunes peuvent très bien aller dans l'apprentissage et puis reprendre l'entreprise de leur chef d'entreprise d'ici 10-15 ans s'ils s'impliquent dans ce métier-là. Donc beaucoup de potentialités. Qu'est-ce qu'on propose ? On propose d'arrêter de prescrire une orientation en disant toi tu vas là, toi tu vas là. Les jeunes aujourd'hui ils sont un peu orientés par défaut, il faut bien le dire. On leur demande pas vraiment de réfléchir et de se positionner sur un métier. Et ensuite, on insiste énormément sur la découverte métier. Moi, je suis tout à fait d'accord avec monsieur. L'orientation, c'est pas simplement qu'est-ce que tu aimes faire, c'est aussi qu'est-ce qui existe, quels sont les métiers qui existent, quels sont les métiers qui offrent des perspectives, des débouchés. Et ça, on va déployer énormément d'efforts de manière inédite, il faut bien le dire, au sein de l'éducation nationale, pour que les entreprises puissent entrer dans l'éducation nationale, puissent présenter les métiers et que les jeunes puissent avoir en 4e, 3e 30 heures dédiées à cette découverte métier au sein des collèges et au lycée 50 heures. Donc ça, c'est pas dans la réforme, mais c'est quelque chose qui sera porté par le ministre de l'Éducation un peu plus tard. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on permet, et ça c'est moi qui l'ai personnellement porté d'ailleurs, parce que vraiment je suis convaincue que c'est essentiel d'aller dans les entreprises, d'aller découvrir les métiers. On porte le fait que les jeunes vont maintenant pouvoir, à l'issue chaque année de ces parcours d'orientation, aller visiter une entreprise pendant le temps scolaire, pendant une journée. Finalement, ils auront passé 30 heures à réfléchir à ce qu'ils aiment faire et aux métiers qui existent. Et ils se disent, tiens, on m'a parlé de quelque chose qui m'a l'air intéressant, j'ai bien envie d'y aller. Je vais aller passer une journée dans cette entreprise pour voir si finalement cette idée est la bonne, si j'ai envie de valider ce projet. Et donc là, voilà, on apporte les solutions par rapport à ça, en immersion, ce qui permet de valider finalement les idées qu'on peut avoir sur des métiers qui parfois, pour un jeune de 15 ans, paraissent bien abstraites. Vous savez que chaudronnier, on imagine un chaudron, alors qu'aujourd'hui, chaudronnier, c'est des métiers techniques, c'est des métiers passionnants, c'est des métiers d'équipe, c'est des métiers qui offrent énormément de perspectives. Et donc, il faut aller découvrir tout ça, se mettre des images concrètes en tête pour aller ensuite s'orienter avec passion, avec motivation vers cette voie. Fabrice Lévy, qui est à vos côtés ici dans le studio de Sud Radio, qui est secrétaire général de la Fédération française des groupements d'entreprises pour l'insertion et la qualification d'un public souvent en difficulté d'insertion. Quand vous entendez justement les souhaits de Catherine Fabre, en tout cas ce qui est inscrit dans le projet de loi, vous qui intégrez, je le disais, des publics difficiles dans vos entreprises, vous représentez des groupements d'employeurs, donc vraiment des acteurs économiques. Comment vous analysez justement cette évolution ? Alors, première chose, peut-être, je crois ce qu'il faut dire que ce qui marche et ce qui fonctionne, le premier niveau, c'est faire se rencontrer les jeunes et les entreprises. Donc, il faut commencer par ça. Et pour les faire se rencontrer, mais les faire se rencontrer réellement, physiquement, personnellement, il faut donner envie aux jeunes de découvrir, donc il faut ouvrir leur curiosité. Ça, c'est le rôle de l'éducation nationale, c'est le rôle des structures qui les accompagnent. Et l'immersion, dont parlait Madame Fabre. Se rencontrer, être immergé, etc. Et puis, d'un autre côté, il faut aussi inciter les entreprises à s'engager et à s'investir, aller à la rencontre des jeunes, s'investir aussi dans leur formation, c'est-à-dire que l'idée qu'une entreprise va pouvoir avoir un jeune directement opérationnel, prêt à l'emploi, qui va pouvoir intégrer immédiatement, est une fausse idée, c'est un leurre. La formation, elle se termine dans l'entreprise. Donc forcément... Mais il y avait toujours déjà des tuteurs de stage. Oui, voilà, mais il faut qu'il y ait une réalité d'ancrage dans l'entreprise pour vraiment se former et apprendre le métier. Alors ça, c'est le cadre général. Après, qu'est-ce qui se passe dans un GEC ? Et peut-être pour répondre à votre question, qu'est-ce qui fait que ça marche ? Un GEC, c'est quoi ? C'est une association créée et dirigée par des entreprises pour répondre à leurs besoins de recrutement, des premiers niveaux de qualification. Et c'est le GEC qui recrute des personnes, jeunes ou adultes en l'occurrence, sur des contrats en alternance. Alors on va peut-être y revenir, mais il y a 2 contrats en alternance aujourd'hui. Et le contrat qui est utilisé par les GEC aujourd'hui, c'est essentiellement le contrat de professionnalisation. Pourquoi est-ce que les GEC utilisent celui-là ? Parce qu'il a une souplesse que le contrat d'apprentissage n'a pas, ou en tout cas n'avait pas jusqu'à présent.
clairement, le contrat de professionnalisation, c'est le GEC qui achète la formation, donc il est commanditaire vis-à-vis de l'organisme de formation. Il peut demander des choses en termes de modalités pédagogiques, en termes d'organisation de la formation, en termes de rythme de la formation, en termes de planning, etc. Ce qu'il ne peut absolument pas faire aujourd'hui sur l'apprentissage. Il peut demander à l'organisme de formation d'organiser des entrées et sorties permanentes. Donc voilà, le contrat de professionnalisation, aujourd'hui, permet ça. Et c'est ce qui fait que les GEC fonctionnent, réussissent et intègrent autant de monde dans les entreprises. On va revenir sur votre expérience, Fabrice Lévy, et justement sur les mesures incitatives, en tout cas qui sont contenues dans ce projet de loi. Mais c'est juste après cette courte pause sur Sud Radio. Sud Radio, un été en France. Olivier Allemand. Et oui, dernier round de notre débat des régions sur la réforme de l'apprentissage ce matin. Ça réagit beaucoup sur le Twitter hashtag Un été en France. Donc continuez à réagir puisqu'effectivement on va intégrer ce que vous nous dites dans les données du débat. On était évidemment avant la pause avec Francis Lévy, secrétaire général de la Fédération française des groupements d'entreprises, qui nous disait effectivement pourquoi ce cercle vertueux que eux avaient développé pourrait justement se développer et finalement au sein du nouveau projet de loi, en faisant sauter quand même malgré tout certains verrous, notamment certains verrous incitatifs auprès des entreprises. Oui, je crois que ce qui est vraiment important, c'est la place qui est donnée aux entreprises dans le dispositif. Il faut qu'elles s'engagent. Donc, dans un GEC, les entreprises s'engagent, elles sont directement responsables de ce qui se passe. Et c'est pas la même chose quand c'est l'entreprise qui est acteur que construire ou programmer des formations à partir d'une analyse macro des besoins d'un secteur. Donc évidemment, il faut faire des analyses macro, mais concrètement, le déclenchement de l'action de formation, il faut qu'elle se fasse à la demande de l'entreprise. Mais c'est le local et le besoin économique local qui dirige. Et c'est ce que permet aujourd'hui le contrat de professionnalisation, qui est financé par les branches, et c'est ce que devrait permettre le contrat d'apprentissage, nouveau mode de financement demain. Donc voilà, et c'est pour ça qu'à notre sens, sur ce plan-là, la réforme va tout à fait dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on sort d'un apprentissage administré pour aller vers un apprentissage qui est à la main des acteurs, qui donc va être plus souple, plus réactif, plus autonome. Donc nous, en tout cas, on se félicite de cette évolution. Jérôme Laverny, directeur du réseau national des missions emploi, cette gestion directement par les acteurs économiques qui connaissent bien justement la demande et leurs besoins en région et sur les territoires, vous y croyez ? Il faut qu'on soit précis parce que l'on entend par acteur économique. Si l'on entend des formules type des GEC, oui, formidable. Avec une petite précision. Si l'on entend les branches, alors là, j'ai juste un tout petit peu peur. Et encore une fois, il aurait fallu aussi réconcilier éducation nationale et CSA, parce qu'il faut savoir que certaines entreprises ont déjà pris l'initiative de créer des CSA ou des organismes de formation interne. Et Dieu sait combien ils ont dû essuyer parfois des échanges très musclés avec l'éducation nationale. Je rebondis sur le terme de Mme Fabre, c'est un problème culturel, elle a 1000 fois raison. Aujourd'hui, on oriente un gosse vers l'apprentissage et notamment vers les métiers manuels parce qu'il est mauvais à l'école. Il faut dire les choses comme elles sont. On ne dit pas à un gosse qui est premier de la classe en seconde, bravo mon chéri, tu peux choisir ton orientation, tu veux être charcutier, c'est formidable. Ni les parents, ni le conseil de classe, ni les copains. Je reviens aussi sur une observation de M. Lévy. Il faut que les auditeurs sachent qu'il y a deux types de contrats d'alternance. Le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation. On va vous demander de bouger un petit peu parce qu'on vous entend pas très bien sur le contrat de professionnalisation. Je ne sais pas si vous avez bougé, mais... Il y a deux types de contrats d'alternance, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Oui. Le contrat de professionnalisation est beaucoup moins avantageux, ce qui fait qu'il y a des disparités dans les recrutements. Tiens, d'ailleurs, l'État est le pire élève en termes d'employeurs. Il faut savoir, il faut que les éditeurs sachent que les collectivités locales n'ont pas le droit de recruter en contrat de professionnalisation. Et elles se servent goulûment sur les contrats d'apprentissage exclusivement. Bah oui, parce que c'est plus intéressant. Voilà. C'était des petits correctifs comme cela. Non, mais on va demander justement à Catherine Fabre sur les 3 points que vous avez édictés, effectivement, plus de proximité entre éducation nationale et CFA et sur évidemment les mesures incitatives et l'élargissement, j'allais dire, des contrats de professionnalisation à tous les acteurs économiques, y compris les acteurs publics. Oui, sur le premier point, c'est essentiel, plus de proximité entre l'éducation nationale et l'apprentissage. Là aussi, la réforme répond à ce point-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, un énorme effort d'orientation avec justement l'apprentissage, les formations, les entreprises
qui viennent dans l'école pour justement faire cet échange. Alors, il va y avoir aussi des possibilités pour les maîtres, pour les enseignants de se former au métier, d'aller découvrir les métiers beaucoup plus ouverts qu'auparavant. Donc tout ça, d'ailleurs, j'ai pas eu encore l'occasion de le préciser, mais c'est une compétence de la région que l'on donne aux régions, la question de l'orientation et de cette découverte métier et des relations entre l'école et les entreprises. D'autre part, il va y avoir aussi beaucoup plus de coopération dans la mesure où les formations en alternance par l'apprentissage et les formations professionnelles scolaires qui peuvent se faire dans les lycées professionnels vont pouvoir beaucoup mieux se répondre. Je vous donne un exemple. Un jeune peut commencer son bac pro dans un lycée professionnel sans apprentissage et ensuite intégrer la formation d'apprentissage lorsque, par exemple, il trouve un contrat en milieu d'année. Vous disiez tout à l'heure qu'on avait besoin de souplesse. Cette souplesse-là est intégrée dans la réforme puisque on va pouvoir intégrer une formation d'apprentissage en milieu d'année quand on trouve, par exemple, un contrat d'apprentissage. D'accord. De la même manière, aujourd'hui, il y a des ruptures dans les contrats d'apprentissage qui sont trop importantes pour tout un tas de raisons que là aussi on essaie de limiter au maximum. Mais lorsqu'il y aura des ruptures, le jeune continuera à être accompagné par le CFA, pourra finir son année dans le CFA, donc moins de ruptures dans les parcours des jeunes. Et ensuite, il y aura tout un travail d'orientation, d'accompagnement pour éventuellement, s'il le souhaite, s'il en a besoin, le réorienter. Et un travail là aussi fait avec l'école et les lycées professionnels. Donc cette articulation-là, on est bien conscient qu'elle est importante et elle existe. On va aussi chercher à développer au maximum le modèle des campus des métiers, qui sont finalement des coopérations, des pôles de compétences, dans des territoires pour lesquels c'est pertinent, entre plusieurs entreprises d'un même secteur d'activité. Est-ce qu'il faut un peu les groupements d'employeurs, c'est ça ce que vous faites aussi. Exactement. Oui, ça va dans le même sens. Et là, je pense que si vous voulez, c'est une part de la solution parce que on ne va pas implanter un CFA un peu dans une zone rurale en disant il faut aménager le territoire. On va aménager ce territoire de manière beaucoup plus cohérente avec des entreprises, avec des centres de formation, avec des centres d'apprentissage. Et là, ça a du sens. Francis Lévy, il y a cette notion effectivement d'accompagner les groupements justement d'entreprises, mais il y a aussi la notion, ce que vous faites assez bien dans les groupements d'employeurs, c'est l'accompagnement global de l'apprenti. Alors, ce que fait effectivement un GEC, et c'est vraiment sa mission, c'est vraiment de suivre et d'accompagner, c'est-à-dire d'assurer un accompagnement à la fois social et professionnel du public qui recrute, puisqu'encore une fois, le GEC est l'employeur, l'accompagnement social en lien avec les partenaires du territoire pour lever, les difficultés, logement, déplacement, etc. Mais c'est ce qu'il faut dire, c'est-à-dire que vous pouvez leur financer les permis, vous pouvez leur financer un logement, faire en sorte de trouver... C'est pas nous qui finançons, mais par contre, le GEC noue des réseaux avec les acteurs du territoire pour aider à trouver des solutions. Et je ne dis pas qu'on trouve tout le temps des solutions à tout le monde, mais en tout cas, ce travail de mise en lien, de mise en réseau et d'accompagnement est réalisé à la fois sur le plan social, mais aussi sur le plan professionnel, c'est-à-dire qu'il y a un suivi des publics recrutés par les GEC, suivi de la formation et suivi de la montée en compétences, mais suivi dans l'entreprise, c'est-à-dire s'assurer que l'intégration dans l'entreprise se passe bien, relation régulière avec le tuteur, avec la hiérarchie de l'entreprise, et que la communication se passe bien. S'assurer que la communication se passe bien, et donc éviter des ruptures pour incompréhension, etc. Et on parle beaucoup de la question des compétences métiers, mais en fait, on voit bien que l'essentiel des difficultés, elle se pose pas sur la question de la compétence métier. Les compétences métiers, elles s'acquièrent. Voilà, elles se posent d'abord sur la compréhension du fonctionnement de l'entreprise, sur la rigueur, sur la culture de l'entreprise, etc. Et les principales difficultés avec les jeunes, elles sont là, plus que sur des aspects techniques, c'est-à-dire qu'un jeune qui a envie et qui a vraiment le désir d'y aller et qui se sent accueilli et accompagné, il va apprendre le métier. C'est plus facile d'apprendre la technique que d'apprendre, nouer des bonnes relations avec ses collègues, pouvoir comprendre sa hiérarchie et les enjeux de l'entreprise. Voilà. Mais c'est pour ça que l'intégration sociale, elle est importante. Mais c'est global, c'est approcher les jeunes de manière globale et surtout assurer le lien entre tous les acteurs et particulièrement l'entreprise et faire en sorte que l'entreprise s'implique complètement. Et c'est ce qui se passe dans un GEC où l'entreprise s'implique à la fois dans le suivi et l'accompagnement des publics, mais aussi dans la gestion de la structure. Et quand monsieur tout à l'heure, monsieur Laverny disait les entreprises, oui, pas les branches, c'est bien des entreprises qui est des questions. Il faut que ce soit les entreprises individuellement qui s'impliquent. Les branches, après, assurent une organisation globale. Elles vont, effectivement, les opérateurs de compétences vont avoir les fonds. Mais derrière, c'est bien les entreprises qui vont être à la manœuvre pour faire vivre le dispositif et faire vivre l'apprentissage. Et c'est ça qui doit marcher et qui peut marcher.
Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Je sais que c'est frustrant parce qu'on aimerait continuer à débattre, mais on reviendra en tout cas sur ces sujets sur Sud Radio. Et nous...